Bien, donc je me présente, je suis Hervé Alexandre, directeur du Master 224, Banque et Finance, dont le nom changera prochainement. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Alors je vais être très court évidemment. Juste vous présenter le Master Banque et Finance, un master aujourd'hui dans lequel un quart des cours sont liés à la tech, blockchain, et un quart, peut-être même un peu plus un quart sont liés à tout ce qui est finance verte, finance à impact. Donc c'est un thème sur lequel on se développe beaucoup depuis 4-5 ans maintenant, et je pense qu'on a de plus en plus une part significative des étudiants qui sont là, qui sont dans ce master parce que c'est la voie professionnelle vers laquelle ils se destinent. Alors on a toujours, historiquement, on a toujours eu des sujets que j'espère un peu originaux, voire certaines fois un peu en avance. Je pense que le cas de la biodiversité, alors ce sont les étudiantes et les étudiants qu'on choisit cette année, c'est pas moi, d'habitude j'interfère un peu, je ne suis pas intervenu du tout. Donc ce sont les étudiants qui ont choisi le thème de la biodiversité. J'ai surtout pas essayé de leur faire changer d'avis parce que je trouvais que c'était un thème extrêmement intéressant. Je suis ravi que encore une fois, les étudiants, ceux qui ont organisé avec une petite mention spéciale à Romane, qui a priori c'est pas mal dépensé. Je dis pas ça parce que ses parents sont là, je dis ça parce que c'est sincère, qui a réussi à réunir un très beau panel de gens qui vont se présenter. Je pense que je vais surtout pas le faire. Alors, juste un petit message avant de vous laisser. Encore une fois, je vais vraiment être très court. Je sais que certains pensent que l'amphi n'est pas rempli à hauteur de l'importance du thème, le thème de la biodiversité, et surtout, en l'occurrence, comment la finance va pouvoir participer. Alors, je vais être positif, même si mes amis vous diraient que c'est rarement le cas, mais je vais être positif et optimiste. Premièrement, ça veut dire qu'on est peut-être encore en avance, même si le panel va vous expliquer qu'on est déjà en retard et qu'il faudrait plutôt aller très vite. Ça veut dire que dans quelques années, on sera très content d'avoir organisé une conférence finance et biodiversité. L'autre message, c'est qu'on est en période de grève, et c'est vrai que ça refroidit toujours un peu les gens qui vont quand même continuer d'arriver. Ça n'empêche pas, je voudrais surtout bien insister sur le fait qu'en fait, les présents ont raison d'être là, et que même si effectivement on peut regretter, je trouve qu'il y a quand même une assistance significative. Je pense qu'il y a des gens qui sont motivés, qui sont très intéressés. Et pour finir vraiment sur une note très optimiste, on a finalement beaucoup de chance, car à cause du vent, l'université Paris-Dauphine est fermée demain, et si la conférence avait eu lieu demain, elle aurait été annulée. Donc je pense qu'on est tous très contents d'être là ce soir. Donc je vous remercie. Encore une fois, j'ai déjà été beaucoup trop long. Je laisse la parole au panel pour une discussion qui sera suivie d'un moment de questions-réponses. Alors n'hésitez surtout pas au moment des questions-réponses. Et surtout après, d'accord, un cocktail est organisé qui permettra de poursuivre les discussions. Voilà, merci beaucoup. Une des conséquences de la perte de la biodiversité peut être des vents et des tempêtes élevés. Donc finissez vos travaux rapidement parce que l'université risque de fermer souvent pour les 10 prochaines années. Merci de votre attention, de votre accueil aujourd'hui pour ce panel. Avec mes petits camarades, j'ai trouvé que le plus simple, c'est que chacun se présente plutôt que je les présente, parce que je ne les connais pas tous. Et surtout, comme vous êtes à majorité des étudiants, on a tous autour de cette table un certain âge, on a eu un parcours financier et extra-financier, et j'avais envie d'axer cette présentation sur justement ce que chacun fait aujourd'hui et pourquoi il le fait. Ça répond à certaines convictions, à certaines rencontres, s'il trouve un fil conducteur dans son parcours, au-delà de la passion qui nous anime souvent chacun dans notre métier actuellement. Mathieu, je vous propose de commencer en premier. Merci, et donc merci de votre invitation, content d'être ici pour témoigner effectivement de ce qu'on peut faire en termes de mesure de l'impact des institutions financières sur la biodiversité à l'aide d'approches quantitatives. Pour répondre à l'invitation qui vient d'être faite d'avoir un témoignage sur le parcours, mon propre parcours, donc du haut de mes 20 ans d'expérience maintenant. Je pense que je peux le résumer par une série d'opportunités guidées par des appétits et répondant à des valeurs. Les opportunités, c'est que
J'ai non pas un parcours économique du tout, j'ai commencé dans une école d'ingénieur pour faire plutôt du risque industriel. Voilà, donc ça m'a amené dans le service sûreté d'une centrale nucléaire, qui est l'endroit où il faut aller quand on veut apprendre des méthodes pour gérer le risque industriel. Ce qui m'a amené à EDF, ce qui m'a amené dans le pool d'experts d'une banque qui travaille dans le processus crédit pour dire s'il faut faire des crédits ou pas à des sociétés électriques dans le monde qui veulent construire des actifs. Et à l'époque, et toujours aujourd'hui, la construction d'actifs, c'est quoi? C'est les énergies renouvelables. Donc j'ai eu l'occasion de voyager à travers tout le monde pour voir des usines de panneaux solaires plutôt en Chine et des usines d'éoliennes plutôt aux États-Unis, ce qui a amené à la question derrière de la quantification de cet impact. C'est-à-dire, la banque finance les énergies renouvelables, quel chiffre on peut mettre derrière sur l'impact positif que ça apporte. D'où la question, en utilisant un barbarisme connu des participants de cette table ronde, qui est celle, et auquel vous ferez face pour beaucoup d'entre vous, je pense, de l'intégration ESG dans les processus de décision. Donc ça, concrètement, ça veut dire, vous pilotez une banque, vous avez l'habitude d'avoir des paramètres financiers qui viennent et qui vous permettent de dire si la société est solvable ou pas. Et d'un coup, on vous dit, maintenant, il faut intégrer le risque climat, demain, biodiversité. Comment on fait? Et la réponse à cette question tient en un mot, la data. Donc ça m'a amené, en constatant que je ne pouvais pas faire ce qu'on me demandait de faire, à franchir le cap de rejoindre un premier data provider qui était pour développer la branche data de Carbone 4, puis de développer Iceberg Data Lab, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus longtemps. L'appétence, c'est le développement, et c'est la volonté toujours de développer des métiers, des produits nouveaux, et c'est ça qui m'a orienté vers ces différents parcours, les énergies renouvelables, secteur en croissance, puis la data. Et enfin, les valeurs, c'était de s'inscrire dans le combat qui, je pense, est celui de notre génération, qui est de la lutte pour le maintien d'une planète durable, le climat, et donc la préservation de la nature maintenant à travers la biodiversité, et ces deux grandes thématiques qui font donc l'objet de COP, climat et biodiversité. Merci. Je te laisse continuer. Bonjour, je suis Nathalie Sarel. Je travaille au Crédit Agricole CIB. Je suis en charge d'une équipe dédiée à la finance durable. Mon parcours... On va dire que c'est assez atypique. Je voulais être océanographe ou faire de l'économie du développement. Je me suis retrouvée dans la finance, totalement par hasard, après avoir fait des études économiques et un DESS de finance, un Master 2 aujourd'hui. Et donc j'ai appris beaucoup de choses, et puis j'avais envie de rendre un peu ce parcours à mon image, et donc j'ai toujours été intéressée par les sujets environnementaux et sociaux. Et j'ai essayé de transformer mon job. Et donc j'étais sur les marchés financiers. À l'époque, on commençait à travailler sur le marché du carbone. Et donc je m'en suis mêlée alors que personne ne s'y intéressait. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé avec des grandes institutions comme Danone, lorsqu'ils ont voulu innover et créer leur fonds Danone Communities, donc voilà, un fonds d'impact. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait faire de la finance autrement, avec toujours cette recherche d'un impact environnemental ou plus sociétal. Et c'est ce qui m'a amené, lorsqu'on a commencé dans les prémices de la finance durable, à créer un peu ce marché des obligations vertes, obligations sociales, à me positionner. Donc ça fait à peu près 8 ans et demi, presque 9 ans que je travaille dans la finance durable, avec un fort intérêt pour l'agriculture. Ça tombe bien, je suis au Crédit Agricole et je pense que l'agriculture a beaucoup un rôle vraiment très important et a beaucoup à faire aujourd'hui sur la biodiversité, mais aussi le climat. Merci. On a une personne qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a insisté pour absolument intervenir compte tenu de l'importance de ce panel et de son rôle. Donc si tu nous entends, Mathieu Delaby, si tu peux te présenter, et donc par visio avec nous. Oui, alors désolé de ne pas être présent dans la salle, hein, j'aurais vraiment préféré voir et sentir l'atmosphère.
Je m'appelle Mathieu Delaby, je travaille à l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement public d'État qui est né très peu de temps, hein. On est né le 1er janvier 2020. L'Office français de la biodiversité, aujourd'hui, c'est à peu près 3000 agents présents dans tous les territoires et qui portent quasiment tous les métiers de la biodiversité en France, hein. On a à la fois l'expertise, la connaissance, la police, l'instruction et sur tous les types de milieux, forêts, eaux, terrestres, divers et variés. Et moi, je travaille dans une direction nationale qui a été une partie de l'innovation au moment où a été créé l'établissement public. Ils ont créé une direction déléguée à la mobilisation de la société. Est-ce que c'est le rapport d'IPBES qui a parlé des changements transformateurs qui a amené le législateur à intégrer ce nouvel établissement et à créer cette direction? Toujours est-il que dans cette direction, on a ouvert des postes pour des agents qui allaient travailler avec les acteurs économiques, les entreprises, les réseaux d'entreprises, les acteurs de la finance, etc. Et mon parcours, moi, m'a fait passer par le monde de l'entreprise. Donc, je suis diplômé d'une école de commerce, je suis diplômé d'AgroParisTech. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le monde du chiffre. J'étais chez EY, du commissariat aux comptes et de la mission d'audit. Et après, j'ai fait de la finance corporate dans des grands groupes de pétrochimie. Là, on avait les repères, c'était les assets, les capex, les forecasts. Voilà, on avait des visions un peu particulières. On mettait en place des outils innovants. À l'époque, SAP, c'était un peu le nec plus ultra de l'information financière. Et de fil en aiguille, pour des raisons diverses et variées, mais surtout par curiosité, j'ai changé à plusieurs reprises de job. Donc, de la pétrochimie, je suis passé dans une collectivité qui avait en charge l'aménagement du territoire sur une partie du nord de la France. De là, je suis rentré dans des sites appartenant à l'État, des sites du Conservatoire du littoral. J'ai côtoyé des acteurs qui travaillaient sur la gestion des réserves naturelles. Et ensuite, j'ai passé 11 ans au Conservatoire du littoral, qui est un établissement public d'État qui achète des terrains pour les protéger définitivement sur le littoral français. Donc, au fur et à mesure, j'ai compris énormément de choses, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Les perceptions ont évolué et se sont complétées. Et je mesure à quel point, de là où on est, en fonction des missions qui sont les nôtres et de l'entreprise dans laquelle on travaille, on ne peut pas avoir une perception globale exhaustive. On a tous des perceptions fondées sur nos lectures des enjeux stratégiques de là où on est. Et ça, on ne pourra pas le changer. Il faut juste en avoir conscience. Voilà. Et tout ça m'a amené à comprendre que l'aménagement du territoire, qui était la porte d'entrée sur laquelle j'avais appréhendé la biodiversité, est très, très lié au développement économique et aux acteurs économiques. C'est ce qui m'a amené à rejoindre l'OFB en 2019 en me disant s'il y a un travail à faire pour porter sur les enjeux de la biodiversité, notamment les enjeux d'aménagement du territoire, il faut recréer un dialogue avec l'ensemble des acteurs du développement économique, dont les acteurs de la finance. Voilà. Juste pour vous dire ce que je fais aujourd'hui à l'OFB, donc je travaille auprès des entreprises, auprès des réseaux d'entreprises, auprès des acteurs de l'innovation. On essaye de pousser les outils de l'IPBES, les fameux 5 facteurs d'érosion pour lesquels chacun peut se retrouver. Et en matière de finance, je mène une veille depuis un an et demi, dont l'objectif est de cerner, de mapper tous les sujets sur lesquels la finance travaille, voir à quel endroit la biodiversité est appréhendée, comment elle est appréhendée, et de voir sur quel sujet l'OFB va pouvoir accompagner et aider au mieux les acteurs de la finance. Donc ça pourrait être sur la data, ça pourrait être sur les enjeux de concept de biodiversité. Tout ça va faire l'objet d'un travail qui sera restitué dans quelques mois à la direction de l'OFB. On pourra, à partir de là, cibler notre accompagnement des acteurs de la finance en fonction de leurs besoins et en fonction de ce qu'on aura, nous, vu et lu à travers des travaux en cours, donc très nombreux. Merci. Un parcours très complet. Jean-Guillaume, je vous passe la parole pour la suite. Bonsoir, je vais aller vite, parce qu'on va peut-être parler de biodiversité. Voilà, moi je suis ingénieur, j'ai passé une bonne partie de ma carrière plutôt dans le monde réel, chez Suez, dans les eaux usées, dans les déchets, donc j'étais à l'autre bout de la société de consommation, très très formateur. Et puis j'ai basculé... après avoir démarré le Shift Project avec Jean-Marc Jancovici dans la finance, mais côté secteur public à l'ADEME,
où j'ai dirigé les investissements d'avenir pendant 5 ans. Et puis j'ai rencontré Sycomore en 2015, où j'ai bâti la stratégie environnement et une gamme verte, et aussi les outils intégrant la biodiversité qui nous permettent aujourd'hui de faire vraiment des choses sur le sujet. Voilà, donc je suis ravi qu'on me parle de la biodiversité. Moi, je suis gonflé d'énergie, d'espoir depuis la COP 15, parce que j'en attendais pas grand-chose. Donc voilà, j'en ai fait plein des COP, mais là c'était, ça a accouché d'un cadre mondial, même si ça reste que moralement contraignant, c'est déjà quelque chose, avec notamment une cible 15 sur la transparence de toutes les institutions financières et des entreprises transnationales, sur les risques, les impacts et les dépendances à la biodiversité, qui était quelque chose qui n'était pas gagné. Et aussi quelques belles cibles, alors très ambitieuses qu'on n'atteindra pas, mais avec les substances toxiques, dont les pesticides, qui sont cités, devant être réduits de 50% d'ici 2030, ce qui n'était pas gagné, ce qui, d'après les négociateurs, était voilà, le truc qui a été le plus discuté, débattu contre les lobbies de l'agriculture actuelle. Merci. Antoine? Bonjour à tous, donc Antoine Vildet, je suis directeur financier de la start-up Ecotree. Je tiens tout d'abord à remercier Roman et Hervé Alexandre de m'avoir convié à cette conférence. J'ai été diplômé du Master 224 en 2021, donc je suis heureux de revenir ici 2 ans après pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je ne suis pas étonné que le Master 224, en effet, se soit saisi du sujet, puisqu'il a toujours été précurseur, comme l'a dit Hervé Alexandre, dans l'intégration des nouveaux enjeux auxquels est confrontée la finance dans son offre de cours. Et donc moi, pour me présenter rapidement, ça va être assez rapide, j'ai encore peu d'expérience. J'ai rejoint Ecotree donc en 2021 pour prendre la direction financière. Auparavant, j'ai fait donc mes études à Dauphine et j'ai pu acquérir différentes expériences en banque d'affaires chez Natixis Partners ou bien en fonds d'investissement chez Florac. Et j'ai fait le choix de rejoindre Ecotree donc, après Dauphine parce que je voulais rejoindre une aventure entrepreneuriale qui avait du sens pour plusieurs raisons. Premièrement, étant passionné d'alpinisme, je suis confronté tous les ans aux effets du réchauffement climatique dans le massif du Mont-Blanc. Et le fait de voir de manière concrète les effets du réchauffement climatique m'a vraiment donné envie d'agir à mon niveau, à mon humble niveau, mais d'essayer d'agir. Et j'ai donc trouvé chez Ecotree un moyen d'action, d'autant plus que j'ai toujours été séduit par l'idée originale qui est de réconcilier économie et écologie. Je suis convaincu que la finance est une pièce maîtresse dans le dispositif pour agir en faveur de l'environnement. Et donc j'ai pu, en rejoignant Ecotree, allier mes compétences financières et ma volonté d'avoir de l'impact. Et donc juste comme c'est ce qui va guider mes interventions, j'aimerais vous présenter en quelques instants Ecotree. Ecotree, donc, c'est une green tech qui a été fondée à Brest en 2016 avec une conviction fondamentale qui est que la nature a de la valeur et que par conséquent, l'écologie ne doit pas être punitive, mais au contraire, les acteurs qui s'engagent en faveur de l'environnement doivent être récompensés. Et donc c'est pour cela que notre mission est vraiment de réconcilier écologie et économie. Nous sommes aujourd'hui donc une centaine de personnes basées à Brest, à Paris et à Copenhague. Et on a réalisé donc en juillet dernier une levée de fonds de 12 millions d'euros auprès de la Société Générale, ce qui démontre bien l'intérêt des groupes bancaires sur le sujet de l'environnement. Nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et donc très concrètement, nous proposons aux entreprises de s'engager en faveur de l'environnement en soutenant des projets de restauration, de protection ou de gestion durable des écosystèmes en France ou en Europe. Et donc grâce à notre expertise, nous arrivons en fait à déployer et à suivre des projets qui sont totalement intégrés et que nous maîtrisons donc de A à Z, ce qui permet à nos clients qui s'engagent avec nous dans des projets pour protéger l'environnement et enrayer le déclin de la biodiversité, de pouvoir revendiquer et valoriser au mieux l'ensemble des avantages environnementaux, économiques et sociaux de leurs engagements avec nous.
Merci. Je vais m'attribuer la même discipline et vous dire peut-être pourquoi je suis à cette table ronde. Alors déjà parce que je représente donc Quadia, qui est une société d'investissement dédiée à l'impact investing en Suisse, mais avec beaucoup d'investissements en France. Et on a recruté l'année dernière une personne du Master 224 qui m'a donc proposé d'animer ce panel. Pas que, parce que aussi au niveau de l'impact investing et de ce que développe Quadia, on a posé notre théorie du changement au cœur de l'agriculture et de l'économie régénératrice, ce qu'on a appris à l'agriculture, pouvoir l'appliquer à tous les domaines et justement voir comment fonctionnent les écosystèmes et essayer de faire fonctionner les entreprises selon les principes de l'écosystème. Il y a 10 ans, je vous aurais plutôt parlé maraîchage et permaculture, puisque j'ai eu une expérience sur le terrain et l'envie de comprendre comment on pouvait nourrir le monde en prenant soin de la biodiversité. La thématique principale de Quadia quand on approche l'alimentation, l'agtech ou la foodtech, qu'on a beaucoup en private equity, c'est de ne pas oublier que notre alimentation doit reposer sur la biodiversité. Cette biodiversité, elle est au cœur de l'alimentation. Et également, ce que certains oublient, la qualité nutritionnelle qu'on a dans la diversité et donc la biodiversité. Et si vous m'aviez interrogé quelques années encore auparavant, c'était différent, c'était plutôt les hedge funds chez Lehman Brothers, en une quinzaine, vingtaine d'années d'ingénierie financière sur les hedge funds, mais toujours le fil conducteur, chercher des solutions, trouver des solutions. Et quand en 2007, il y a eu une crise alimentaire et que la solution c'était produire plus et artificialiser un certain nombre de terres avec une agriculture intensive, je me suis dit que peut-être ça n'allait pas marcher et je me suis tourné vers le maraîchage. Et quelques années auparavant, j'en termine là, dans cette université, au siècle dernier, ça s'appelait DESS aussi, et c'était le 203. Donc j'étais parmi vous il y a quelques années aussi. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la première thématique qui a été proposée par Roman, qui a élaboré le programme et les questions, peut-être aussi avec l'aide de certains d'entre vous. On parle de biodiversité, et c'est bien sûr comprendre quels sont les enjeux de cette biodiversité et surtout de la perte de la biodiversité, puisqu'on nous en parle tous les jours de plus en plus, mais on nous parle d'un temps long et la finance réagit souvent sur un temps court. Ça sera un de nos axes de réflexion. Et on se propose dans un premier temps, pour parler de cette perte de la biodiversité et de ce que ça signifie, d'écouter Antoine à ce sujet. Merci. Donc effectivement, c'est toujours intéressant de commencer par comprendre ce que signifie aujourd'hui concrètement la perte de la biodiversité. Et je crois que chez Écoterie, on a effectivement une place intéressante puisque nous voyons d'un côté, sur nos terrains, les impacts concrets du déclin de la biodiversité et de l'autre côté, à travers toutes nos relations avec nos clients, entreprises, grands groupes, nous voyons tous les enjeux auxquels ils sont confrontés. Et j'aimerais commencer en disant que, selon moi et donc selon nous chez Écoterie, la crise de la biodiversité aujourd'hui n'est pas du tout assez présente dans le débat public. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que la crise de la biodiversité est 8 fois moins médiatisée que celle du réchauffement climatique. L'une des raisons principales, je pense, c'est que la biodiversité et surtout son rôle n'est pas du tout assez connu. Souvent, quand on parle de biodiversité, dans l'esprit commun, ça va faire référence à la protection des espèces emblématiques comme les ours polaires. C'est certes très important, mais la biodiversité, c'est vraiment beaucoup plus large que ça, et c'est important de le comprendre. Très concrètement, donc, la biodiversité, ça reflète l'étendue et la variété de la vie sur Terre, et donc la résilience et la bonne santé de la nature, à 3 niveaux. Les écosystèmes, les espèces et la génétique. Et la variabilité génétique est très importante, puisque c'est ce qui permet aux espèces et aux écosystèmes de s'adapter au changement climatique et de faire face aux différentes menaces extérieures. Et donc, nous avons besoin de la biodiversité à ces 3 niveaux, puisque nous devons comprendre que nous sommes directement dépendants d'elle. Et ce sera les enjeux seront décrits par la suite par Mathieu. Avant de poursuivre sur les pistes d'action, c'est toujours intéressant d'avoir en tête les 5 grandes causes qui aujourd'hui entraînent un déclin de la biodiversité. La première, c'est la destruction des habitats.
ou autrement dit, le changement d'affectation des sols ou des mers. On a ensuite la surexploitation des ressources naturelles, puis vient le réchauffement climatique. Et c'est intéressant de noter que donc, le réchauffement climatique n'est que la 3e cause d'érosion de la biodiversité, alors même qu'il y a des effets de rétroaction qui sont très importants, puisque quand les écosystèmes sont dégradés par la déforestation, par exemple, il y a des quantités de carbone qui sont émises et libérées, ce qui contribue à accroître le réchauffement climatique. Et par ailleurs, les 2 autres facteurs sont la pollution des sols et des mers, ainsi que l'invasion des espèces exotiques. Et donc, toutes ces pressions entraînent un déclin de la biodiversité qui est aujourd'hui considérable, puisqu'on assiste, selon les scientifiques, à ce qu'on peut appeler une 6e extinction de masse. Donc depuis 1970, 70% des espèces sont en déclin. Plus d'1 million d'espèces seraient menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Et le rythme de ce déclin s'opère à une vitesse qui n'a jamais été vue sur les 10 derniers millions d'années. Et donc vraiment, je pense que c'est important d'avoir ces chiffres en tête, et le constat est sans appel, et nous invite ensuite, dans la finance, à justement prendre des mesures pour y répondre. Puisque la biodiversité, pour finir, doit être vraiment le principal enjeu du XXIe siècle, car nous devons comprendre que nous en sommes extrêmement dépendants. La santé et la vie sur Terre dépendent de la biodiversité, de manière très concrète. La biodiversité fournit des services écosystémiques majeurs, tels que la purification de l'eau ou de l'air. 50% du PIB mondial dépend des services écosystémiques. 75% des cultures alimentaires dépendent des pollinisateurs, dont les abeilles. Donc ça pose des questions en termes de défis alimentaires considérables. Et enfin, 2/3 des substances médicales sont d'origine naturelle. Et dernière zone de dépendance, c'est que la biodiversité contribue à atténuer le réchauffement climatique, puisque 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont séquestrées chaque année par les écosystèmes. Et donc, on voit bien que la biodiversité joue un rôle fondamental, d'une part, pour notre vie sur Terre, et pose d'une seconde part des enjeux économiques et financiers considérables, puisque les entreprises et les acteurs financiers doivent aujourd'hui intégrer au cœur de leur stratégie et au cœur de leur business model ce déclin de la biodiversité, puisque aucun acteur financier ou économique ne pourra demain être pérenne dans ce contexte d'érosion de la biodiversité. Merci beaucoup. Je voulais proposer à Mathieu de l'OFP de peut-être continuer et d'enchaîner sur les enjeux économiques. Avant, j'ai une question. Si Antoine, vous avez les chiffres en tête et vous pouvez répondre rapidement. Vous avez évoqué des proportions, donc 50% du GDP mondial repose sur les services écosystémiques, par exemple. Vous avez parlé de la pollinisation. Est-ce que vous avez aussi les chiffres en ordre de grandeur, donc en milliards et en trillions ? Non, honnêtement, non. Alors, je vais vous en donner quelques-uns si vous voulez. Donc on parle de 100 000 milliards, 100 trillions sur le GDP mondial à peu près. On est un tout petit peu en dessous. Et c'est en même temps, d'un point de vue du stock, les assets under management des sociétés de gestion, on est à peu près sur les mêmes proportions. Et quand on parle de volume des marchés financiers, c'est encore plus important. Donc il y a vraiment peut-être une réallocation et des priorités à faire. Et sur la pollinisation, il y a un exemple qui est un peu moins vrai aujourd'hui, mais que je trouve assez intéressant, je vais être très rapide. C'est qu'on estime le service rendu par la pollinisation par les abeilles, de l'ordre de 130 milliards. Et si on intègre, et Mathieu, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près les chiffres, si on intègre tout ce qui est pollinisation par les autres insectes qui pollinisent et pas que les abeilles, on est autour de 200 milliards. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde cotées qui font 200 milliards de chiffre d'affaires. Il y a quelques pétrolières et il y a surtout quelques GAFA. Et quand j'avais regardé cet exemple il y a 5 ans, 200 milliards, c'était en effet le chiffre d'affaires de Apple, qui est la plus grosse capitalisation mondiale. Donc quand on parle de perte d'insectes pollinisateurs, on pourrait se dire fantastique, il y a un marché de 200 milliards en face de nous qui arrive,
Donc faisons des drones pollinisateurs, ça peut être une très bonne idée, ou se dire, si on est uniquement sur cette vision économique et de service économique, les drones pollinisateurs vont polliniser ce qui va être marchand et vous perdrez toute la biodiversité sauvage qui a également un rôle important. Je ferme cette parenthèse et je passe la parole à Mathieu, bien sûr. C'est vrai, quand on essaye de quantifier la biodiversité, on arrive à des chiffres qui dépassent l'entendement, qui sont un peu parfois effrayants. Cette quantification et cette évaluation, pour moi, c'est une des missions clés du monde de la finance. Il y a bien des experts qui sont en capacité de projeter des éléments. On parlait aux décideurs privés et publics. Ce sont bien les futurs et les actuels acteurs de la finance. Aujourd'hui, la finance a potentiellement le défaut de ne compter que ce qu'elle peut évaluer et mesurer. Et tout ce qui n'est pas quantifiable de manière robuste échappe un peu au spectre de ce qui rentre dans le système d'évaluation. C'est un peu ça le problème. Si on prend en compte la biodiversité, moi je vais vous donner un seul exemple. Vous prenez 1 mètre carré de terrain. Aujourd'hui, la valeur d'1 mètre carré de sol, elle est fondée sur l'usage qu'on va faire de ce sol. Si ce terrain est constructible, il vaut de l'argent. Si ce terrain, il a vocation à être exploité par un agriculteur, il vaut une certaine somme. Et aujourd'hui, si ce terrain il est naturel, sa somme, il vaut pas grand-chose en fait. C'est la valeur la plus faible que les marchés donnent à un terrain, c'est l'espace naturel. Or, cet espace naturel, il va permettre de s'adapter au climat, il va absorber les excédents de pluie, il va faire un tas de choses qu'on appelle les communs. Et aujourd'hui, ce n'est pas valorisé, ce n'est pas pris en compte. Donc, c'est par ce type de réflexion et d'esprit critique que vous allez pouvoir vous-même appréhender tout ça. Il y a plus de 4000 tentatives de valorisation des services écosystémiques qui existent dans le monde. Elles ont toutes été regroupées dans la database Ecosystem Service Valuation. Vous verrez, c'est 4000 tentatives d'évaluation. À chaque fois, on est sur des chiffres colossaux et gigantesques. Ça, c'est un sujet. L'autre élément important, c'est que toutes les pertes qu'on voit arriver, elles sont des conséquences les unes des autres. Si on altère les habitats, les espèces ne vont pas survivre. Si on fragmente les habitats, les espèces ne vont pas survivre. Et la quantification des espèces donne un état du système global. Il y a des boucles de rétroaction. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu Patatras. Hein, et à un moment donné, on va enlever une pièce du système et tout va s'écrouler. C'est un peu ça les risques auxquels on est confronté, c'est qu'on est face à des boucles de rétroaction qu'on a du mal, que la science a du mal à qualifier et à modéliser en fait. Moi, ce qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est de voir tous ces systèmes d'annonces de ce qu'on perd et de voir à quel point le système financier n'a pas de réaction. Hein. On a un actif toxique qui vient perturber un marché immobilier aux États-Unis, on peut avoir la bourse qui réagit et qui s'effondre. On annonce qu'on a dépassé on a dépassé les limites planétaires sur tel ou tel sujet, il ne se passe rien. Quelque part, la finance interagit dans des temporalités qui ne sont pas celles avec lesquelles on mesure les pertes de biodiversité et potentiellement ça pose question. Et en même temps, la finance, elle a un rôle aussi de garantir, un effondrement financier, c'est un effondrement des économies. Un effondrement des économies, ce sont de l'instabilité géopolitique et ce sont des crises énormes. Donc, il y a vraiment un rôle pour la finance dans tout ça, d'anticiper, d'appréhender. Voilà, moi, j'ai le sentiment parfois qu'il y a une décorrélation avec une certaine partie de la finance et la réalité du monde dans lequel on vit. Et je me pose la question de la finance qui va accompagner ces changements majeurs des acteurs économiques, des entreprises, des modèles d'affaires, pour lesquels il va falloir un accompagnement dans la durée, massif et dans la durée. Voilà. Merci. Jean-Guillaume nous disait tout à l'heure qu'il était devenu optimiste sur différents niveaux. Donc pour être optimiste, je pense qu'il faut avoir des perspectives. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on passe dans ce cas-là à la mesurabilité? Et je proposais que ce soit donc Mathieu Morin de Iceberg Data Lab qui commence à nous dire un petit peu ce qu'on peut mesurer, ce qu'on doit mesurer. Et après, bien sûr, Jean-Guillaume. Alors, merci. Très bien. Merci. La question de la mesurabilité. Donc d'abord, Iceberg Data Lab, nous sommes une fintech.
qui donc a développé une plateforme, je dirais industrielle, mais basée sur des approches scientifiques de calcul de l'empreinte environnementale, c'est-à-dire carbone, biodiversité, de calcul de différents scores. Il y a les métriques et il y a les scores. Score qualifie une performance, un alignement, climat, biodiversité, et d'autres scores verts holistiques, la taxonomie verte européenne, l'ANEC, et ce, je dirais, en conciliant les deux impératifs que sont d'avoir une production, je dirais, industrielle et qui capitalise sur l'océan de données structurées et non structurées qui est à notre disposition et qui permet d'aller très loin aujourd'hui dans l'identification et dans la modélisation de ce que font les sociétés, notamment dans leur supply chain et dans ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire l'amont et l'aval, et d'autre part qui soit basé sur des modèles d'analyse de cycle de vie et donc des approches scientifiques. Donc une fois qu'on a dit ça, on se pose maintenant la question de dire très bien, mais donc la biodiversité, comment ça se mesure? Donc, première question, est-ce que ça peut se mesurer? Et ma réponse à cette question sera que d'abord, il faut toujours rester modeste en termes d'approche de la mesure de l'impact par des méthodes quantitatives. Elles sont indispensables car, comme je pense ma voisine le confirmera, alimenter des processus de décision est impossible uniquement avec des critères qualitatifs, sinon vous tombez dans des choses trop subjectives. Il faut objectiver, mais qui dit modèle quantitatif dit biais, limite. Alors, est-ce que pour autant on ne peut rien mesurer? Ben non, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que sur le climat comme sur la biodiversité, des modèles et des approches quantitatives existent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, avec une équipe d'experts, agrégé ces différentes approches de comptabilité de ce qu'on appelle dans ce jargon des pressions, consistant à dire la société, compte tenu de son activité, va consommer un certain nombre de ressources essentielles. Vous avez évoqué tout à l'heure la principale pression sur la biodiversité, qui est le changement d'utilisation des sols. Donc c'est la première ressource essentielle, c'est l'utilisation des sols, et le rejet de produits polluants. Et là, je dirais, là où le climat est un appartement, on va regarder les rejets de gaz à effet de serre, la biodiversité est un immeuble. C'est-à-dire qu'on va regarder ça, c'est effectivement une des pressions. On va regarder les rejets de produits polluants dans les sols, dans les eaux, etc., etc. Et on va empiler toutes ces pressions, toutes ces sources de pollution en utilisant donc des modèles d'analyse de cycle de vie et d'autres modèles permettant, avec ce qu'on appelle des fonctions de dommage, de ramener ça à une unité, qui est une unité de surface, de kilomètres carrés, et qui est à la biodiversité, ce que les tonnes de CO2 sont au climat, permettant de dire, compte tenu de sa taille, de son activité, de la sévérité de ses pressions, de la toxicité de ses produits, par exemple, cette société amène un équivalent artificialisation de X kilomètres carrés MSA, le MSA étant le Mean Species Abundance, qui est donc unité qui a été développée, conceptualisée et mise dans le domaine public par PBL, l'Agence néerlandaise de l'environnement, dans les années 90, et qui est la principale boîte à outils en termes de modélisation qu'on peut utiliser aujourd'hui pour passer d'une question qui est « que fait la société ?» à « quel est son impact ?» Et d'ailleurs qu'on sait faire ça, on peut commencer à bâtir ce qu'on appelle sur des univers d'investissement, nous des univers de recherche, des bases de données, qui vont permettre derrière à des sociétés de gestion, à des banques, d'alimenter des processus de décision, d'alimenter leurs recherches. Voilà en un mot ce que c'est que la mesure d'empreinte. Ça nécessite le cumul de plusieurs expertises qui font de ce métier aujourd'hui, je pense, notamment d'analyste ESG, un des plus stimulants intellectuellement qui puisse être, puisqu'il faut être capable de couvrir 3 sujets. Un, des sujets environnementaux et parfois sur des sciences très dures. Voilà, une société dans l'acier, dans les télécoms, etc. Voilà l'impact en termes de cycle de vie de ses produits. 2, la compréhension économique des secteurs, c'est-à-dire cette société dans le secteur télécom, voilà ce qu'elle fait et donc voilà ce à quoi correspond son chiffre d'affaires. Concrètement, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du hardware, c'est du software, etc. Et 3, l'analyse financière, c'est-à-dire un investisseur investit dans une obligation, qu'est-ce que ça finance derrière?
où va l'argent? Est-ce que c'est un green bond adossé à un panier d'actifs? Est-ce que ça finance le corporate de la société? Est-ce que ça finance sa branche américaine? Et donc, c'est tout ce travail d'investigation qu'on doit mobiliser quand on veut répondre à cette question qui est du développement de bases de données, donc de calcul de la mesure d'empreinte sur la biodiversité, entre autres. Merci. Vous avez parlé de qu'est-ce que finance une obligation. Alors les marchés et la finance, c'est aussi les actions. Donc on pourra peut-être après comparer l'allocation entre obligations et actions. Jean-Guillaume, je pense que vous avez pas mal de choses à dire et à compléter sur ce que vous avez amené dans la finance avec Sycomore et nos partenaires et Iceberg. Et vos partenaires, voilà. Non, le sujet, donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à mesurer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on part de très 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 loin. Ce midi, j'étais à une autre table ronde au Boston Consulting Group sur la finance durable. Bon, le problème, c'est que notre monde économique, que la finance n'est pas durable. Ça, je pense que vous l'avez tous compris, surtout ceux qui sont là. C'est un peu à l'image de cette salle. Il n'y a pas une seule plante. On est vraiment déconnecté, y compris physiquement du vivant, tous les jours. Et c'est très vrai dans la mentalité occidentale aussi, qui est avec l'héritage philosophique qui nous a éloignés des conceptions de Mother Earth, de Gaïa ou de choses qui sont plus admises dans la culture asiatique par exemple, ou même africaine ou sud-américaine. Petite digression philosophique. Donc énorme problème, la finance durable c'est très peu, je vais donner un chiffre. Est-ce que quelqu'un connaît ici le label Greenfin ? Alors, ça m'intéresse, si vous pouvez lever la main, que je fasse un sondage. Ah, c'est bien, oh, ils sont bien formés à Dauphine, super. Donc là, vous explosez les sondages, vous êtes la première assistance où il y a à peu près un gros tiers, voire une moitié qui connaît. Bravo, bravo aux professeurs. Ce label, aujourd'hui, c'est une centaine de fonds, c'est 35 milliards d'encours, d'euros. Par rapport à les actifs sous gestion en France, je crois que c'est 6 000 milliards. C'est 6 000, 2 fois le PNB, oui. Voilà. Et donc, on est à 0,5% à peu près. Ça donne donc, on est quand même au début, sachant que le label ISR, qui a le mérite d'exister, ne garantit aucune performance ou alignement en termes d'écologie, et en particulier de biodiversité, bien sûr. Donc, le chemin est très long. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des mesures. Et après, le problème structurel de la finance, je vais parler un peu moins près du micro, c'est qu'en fait, la finance par construction, elle est très loin du monde réel. Parce que vous avez une activité qui va être, je suis un agriculteur, je suis un morceau d'une business unit de Saint-Gobain, d'Alstom ou de je sais pas quoi, ou du Crédit Agricole. Et on est sur une activité qui a des impacts. C'est à ce niveau-là que se font les échanges avec l'environnement. Et puis après, on va agréger ça dans une business unit qui va elle-même être agrégée dans une entreprise qui va être cotée ou pas cotée, et qui après va se trouver sous forme obligataire ou d'action dans un fonds qui lui-même aura une centaine de lignes. Donc là déjà on a passé 4 niveaux d'agrégation, et puis après on va avoir la question au niveau d'une société de gestion où on gère des dizaines de fonds, et après on arrive aux asset owners à l'autre bout de la chaîne, mais c'est eux qui ont les gros dizaines, centaines de milliards, et donc on a 6 niveaux d'agrégation pour arriver à dire des choses. Et lorsqu'on parle de la mesure aujourd'hui dans la finance, globalement elle est d'une pauvreté insondable, parce qu'on fait des empreintes carbone très mal foutues, où on compte pas ce qu'il faut, on loupe le scope 3 aval qui est le gros du sujet, et après on les agrège pour arriver dans des fonds où on a mélangé les émissions qui servent à faire des solutions avec les émissions qui servent à faire des pollutions. Et par exemple, dans le fonds labellisé Greenfin, donc comme vous connaissez, Sycomore ayant eu le premier fonds labellisé Greenfin, Sycomore Écosolutions en 2016, on a une empreinte carbone qui est 2 fois plus élevée que celle du benchmark. Toujours, ça ne changera pas. Pourquoi ? Parce que dedans, on a des entreprises comme Veolia, comme Alstom, qui ont des grosses empreintes carbone par rapport aux entreprises de la tech, par exemple, ou même Ferrari ou Zalando, qui ont des faibles empreintes carbone. Et donc là, le problème, c'est qu'on agrège tout et n'importe quoi, et quand on se trouve à haut niveau, on a des choses qui ne veulent plus rien dire.
Et malheureusement, c'est ça les chiffres qui sont vendus par beaucoup d'acteurs anglo-saxons, un oligopole qui fonctionne souvent en boîte noire. Et donc ce dont on a besoin, c'est de la rigueur, c'est des choses qui sont faites comme chez Iceberg Data Lab, dans la transparence et en comptant, par exemple dans la CBF, on arrive à prendre le scope 3 amont et aval, ça c'est très important, et c'est d'ailleurs le plus gros poste. 80%, nous on est en scope 3 dans notre empreinte qu'on agrège avec Iceberg. Et ce problème d'agrégation, donc il explique aussi une partie du fait qu'à la fin de la chaîne, on a du gloubi-boulga de données qui ne veut plus rien dire. Et donc il y a un effort de transparence très important à avoir tout au long de la chaîne pour arriver à agréger des choses qui font du sens. Et à la fin, donc aujourd'hui, oui, il y a des fonds verts qui ont des empreintes carbone plus élevées, et c'est parfaitement explicable. Et oui, la plupart des indices bas carbone que vous avez sur le marché, c'est des trucs pas verts du tout. Donc c'est du greenwashing à l'échelle industrielle. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Et voilà, il y a des villages gaulois, dont vous avez une partie de représentants ici, aussi en Suisse, il y a des villages comme ça, on est content, il y en a un peu partout dans le monde, heureusement, où on essaie de faire les choses autrement, en poussant de la transparence, et il y a des métriques donc aujourd'hui expertes, plus innovantes. Les températures, par exemple, sont des métriques d'alignement qui ont des limites parce qu'elles sont que climat, ça c'est une énorme limite, mais au moins elles ont le mérite d'exister, et lorsqu'elles sont bien faites, parce que sur le marché, c'est la foire au jambon, il y a tout et n'importe quoi aussi. Et donc là, vous avez des mesures qui sont intéressantes. Et nous, en particulier sur le sujet de la biodiversité, on a travaillé depuis 7 ans et demi sur un score qui permettait à des gérants et des gens comme vous et moi aussi de comprendre si le fond il était plutôt marron ou plutôt vert. Et on a mis 4 ans en fait à stabiliser un référentiel open source qui s'appelle la NEC, donc Net Environmental Contribution, dont parlait tout à l'heure Mathieu, et qui est une mesure aujourd'hui qui est devenue un spin-off de Sycomore, qui va vivre sa vie indépendamment et qui a pour but d'être utilisé par tous les acteurs de la finance et qui sont utilisés déjà par une quinzaine d'acteurs. Et donc qui vous mesure des choses très simples, par exemple de la viande issue la viande de bœuf issue de l'agriculture intensive va être avec une NEC de moins 100 et de la lentille bio en vrac va être avec une NEC de plus 100. Il y a toute une échelle qui va de moins 100 à plus 100 et le 0 c'est la moyenne de l'économie. Et ça permet en fait donc tout ce qui est positif ça va être plutôt vert, de plus en plus vert, tout ce qui est négatif ça va être plutôt marron et le gros de l'économie reste à 0%. Le moins 100 ou le plus 100 n'est pas encore traduit en performance financière ou en TRI. On verra comment ça peut se faire peut-être par la suite. Et justement, passer la parole à Nathalie pour voir ce dont ont besoin les acteurs financiers et aussi qu'est-ce qui pourra attirer les capitaux, qu'est-ce qui fait que autour de la biodiversité, on peut repenser la fonction de l'investissement ou la fonction des banques. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Alors, la biodiversité, c'est un sujet très complexe pour les banques. D'abord, on s'est beaucoup concentré sur le climat, comme beaucoup d'acteurs au niveau international, que ce soit les investisseurs institutionnels, que ce soit les banquiers, les observateurs de marché, les ONG, c'est avant tout le climat. Et donc, on a mis beaucoup d'efforts déjà pour quantifier. Alors c'est compliqué la quantification, donc je dirais ce dont on a besoin pour la biodiversité c'est de données, de data, donc c'est vraiment, on est vraiment au cœur de ce sujet, de données fiables, on a besoin de mesurer notre empreinte, mesurer l'impact, et là où c'est un peu subtil c'est que nous en tant que banquiers on a une empreinte directe, mais cette empreinte directe ça va être je sais pas, la construction de nos agences, notre siège social, c'est extrêmement faible, ça représente rien. D'ailleurs, en plus, sur notre campus, on a mis plein de canards, il y a des jolis, il y a un petit étang, donc c'est vrai, on a des hérons. Donc voilà, donc notre empreinte directe, c'est pas ça, c'est surtout l'empreinte des clients que l'on va financer. Et là se pose la question, donc c'est un peu notre scope 3, nos émissions indirectes, se pose la question aussi de l'entreprise que je finance, en quoi elle impacte la biodiversité, et également
Donc il y a la mesure, mais il y a aussi intégrer les risques extra-financiers. Donc l'entreprise que je finance, en quoi finalement elle dépend de la biodiversité. Et ça, c'est très compliqué. La viabilité économique de nos clients, qui dépendent de la biodiversité, ça, je pense que c'est une autre histoire. Donc, c'est très complexe. Je pense qu'on n'arrivera pas seul. On va avoir besoin d'acteurs comme vous, hein, Iceberg Data Lab. On va avoir besoin des pouvoirs publics, surtout. Je pense que là, il y a un besoin aussi au niveau international d'avoir de la comparabilité, aussi d'agréger, comme vous disiez. On peut agréger beaucoup de choses et on peut aussi compter plusieurs fois les mêmes choses. Et on a le cas sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous, notre scope 3, c'est le scope 2, 1 et 2 de nos clients. Combien de fois, et pour l'État, combien de fois on va compter les mêmes émissions? Donc c'est un vrai sujet de voir un peu ce qui nous incombe à nous et quelle est la part qu'on peut faire. Mais je pense que vraiment ça pourrait être que collectif avec les institutions internationales. On a travaillé sur un projet pilote pour la TNFD avec Iceberg Data Lab et iCare sur le volet agriculture. Parce que voilà, nous c'est un peu notre ADN. Et je pense que Crédit Agricole, mais aussi d'autres banques, on a une vraie influence possible sur la biodiversité à travers l'agriculture et les entreprises agroalimentaires. Donc on a fait ce pilote, ça va être intéressant de voir les résultats aussi des différents pilotes. Si tu veux dire quelques mots tout à l'heure là-dessus. Mais voilà, c'est comment quantifier cette empreinte et comment l'intégrer dans notre business model, dans nos modèles de risque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce qu'on va décider de plus financer les clients? Est-ce qu'on va essayer de les accompagner dans la transition et leur dire, bon, ok, vous ne faites pas de bio, vous ne faites pas d'agriculture régénératrice, on va vous aider. Je pense que, surtout au niveau agricole, il y a des agriculteurs qui souffrent. On a une transition environnementale à faire, une transition agricole, mais aussi une transition juste et équitable. Donc voilà, c'est complexe. Il y a des externalités qui vont au-delà du sujet qu'on traite, qui peuvent être plus sociales, sociétales. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet que nous, banquiers, on ne pourra pas porter seul, mais on aura un vrai pouvoir d'influence, ça c'est clair. Mais on ne peut pas être seul à le faire. Merci. Si on parle finance, banque, on parle aussi allocation d'actifs. Mathieu, tu l'as évoqué tout à l'heure avec des obligations vertes où on peut voir et flécher où est-ce que des capitaux, une nouvelle allocation, on va dire du new money en franglais, se dirigent vers certains projets. Après la finance, c'est également les marchés financiers et tout ce qui va être les investissements auprès de sociétés cotées et donc d'actions dans leurs capitaux propres. La finance, c'est également des produits financiers, comment on peut allouer une certaine épargne. Jean-Guillaume, on parlait de 6 000 milliards tout à l'heure. Donc moi j'ai une question justement, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on peut rediriger une certaine partie de la finance vers cette biodiversité. En vous donnant un exemple, je pense, très simple d'interaction. Si aujourd'hui il y a un fonds qui sort en expliquant qu'il peut investir dans ChatGPT, je crois que tout le monde, il va lever de l'argent très vite et tout le monde va investir. Parce qu'il y a un vrai biais sur la technologie. Parce qu'il y a un vrai biais sur la technologie et une idée de performance rapide avec la technologie. Mais cette même technologie ne peut exister qu'avec la finance, bien sûr, puisque la finance va permettre cet investissement. Cette même finance ne peut exister qu'avec une économie, et cette économie ne peut exister que s'il y a une certaine société qui est organisée, et cette même société peut exister uniquement si elle repose sur une biosphère, sur un écosystème. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'autre sens, la biosphère, l'écosystème peut absolument vivre sans l'être humain et sans société,
Une société peut vivre sans économie, une économie peut vivre sans finance, et la finance peut vivre sans technologie. J'ai commencé dans une salle de marché avec des fax, qui est une petite technologie, mais pas celle d'aujourd'hui. Donc, un produit financier, un fonds qui se lance avec peut-être l'intelligence artificielle va lever des milliards très rapidement. Un produit financier qui est totalement dirigé sur la biodiversité, et je pense en France à Terre de Liens, qui est de l'épargne solidaire. Terre de Liens, c'est 100 millions en plus de 15 ans. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc est-ce que ça évoque des réponses ou des réflexions de mes petits camarades sur qu'est-ce que la finance peut faire pour la biodiversité ou pour amener des capitaux à la sauvegarde ou à la préservation de la biodiversité? Alors moi j'adore Terre de Liens, à titre personnel j'ai investi dans Terre de Liens au tout début de l'aventure, j'avais quelques économies. On va dire, il y a une chose intéressante. Dans la finance, on a deux types de produits. On a les financements, là je parle pour les banquiers, financement de projets à vocation environnementale ou sociale, donc on va financer la transition et donc on flèche les fonds et il y a une obligation de transparence sur l'usage des fonds. Donc on va flécher les fonds vers des projets identifiés, on parlera tout à l'heure de taxonomie, j'évoquerai ça. C'est un référentiel qui peut aider. D'un autre côté, il y a un autre type de produit qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de fléchage de fonds, mais on va intégrer l'extra-financier dans le financier à travers des indicateurs de performance extra-financière, donc des KPI, comme par exemple la décarbonation, on l'intègre dans les contrats de crédit, et en fonction de l'atteinte ou pas des objectifs, on va octroyer un mécanisme de bonus à nos clients, donc on va réduire sa marge, et puis à l'inverse, s'il n'atteint pas, il aura un malus sur la marge. Ça, on se base sur c'est des critères ESG, avec des données extra-financières, et là on peut avoir des limites. C'est vrai que on l'a vu ce que ça a pu donner sur Orpea, par exemple, qui était très bien, avait un très bon rating extra-financier. Et donc il y a des fonds qui ont investi en toute connaissance de cause avec des données qu'ils ont achetées et qui coûtent très cher sur ces ratings extra-financiers. Moi, je pense que, en fait, de plus en plus, ce qui a fait le début de la finance verte, c'est les obligations vertes. Et on s'est dit, oui, il n'y a pas d'additionnalité, c'est des projets qu'on aurait financés quoi qu'il arrive. Moi, je vois aujourd'hui, 12-13 ans plus tard, les vertus, finalement, du fléchage. Et je pense que si on veut vraiment... si on dit, par exemple, à Total, on ne vous finance plus en corporate general purpose, mais on finance uniquement les projets verts de Total, si toutes les banques font ça, ça va être une sacrée contrainte. Avec les obligations vertes, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, alors. Exactement. Des commentaires, des réflexions complémentaires? Quelques réflexions complémentaires, oui, merci. D'abord, pour revenir effectivement sur le pilote que tu évoquais, et donc, en effet, dont je vous recommande la lecture lorsqu'il sera publié, parce que c'est une illustration concrète de la façon dont des institutions de profils très différents, puisqu'il y a là 2 banques et 2 gestionnaires d'actifs, donc c'est vraiment un exercice très unique, peuvent approcher cette question de l'impact sur la biodiversité sous l'angle, alors évidemment en s'appuyant d'abord sur des datas, sur une mesure, mais après sous l'angle de la gouvernance, les risques, les opportunités, et qui liste très bien, je trouve, ce qui est possible aujourd'hui et ce qu'il reste à développer, aussi bien en termes d'outils, auprès des data providers, auprès des institutions financières et auprès des pouvoirs publics. Petite parenthèse, mais voilà, je vous recommande la lecture de ce rapport lorsqu'il sortira. Je peux témoigner pour ma part, puisque nous sommes juste le guidon du vélo. Donc effectivement, sans le guidon, on ne peut rien faire. Mais nous ne pédalons pas, et c'est les institutions financières qui, elles, chacune, selon leur feuille de route
et leur niveau d'intégration de ces sujets dans leur gouvernance vont faire des choses différentes et on tient à conserver cette distance par rapport à leur agenda. Classiquement, dans l'intégration ESG, on voit l'exclusion ou la sélection. Et aujourd'hui, sur la biodiversité, on voit les deux. Je peux l'illustrer concrètement. De données alimentent des indices commercialisés par Euronext. L'un d'entre eux a donné lieu à la création d'un produit de gestion qui je dirais, est bien connu de tous les étudiants du M224, qui s'appelle un ETF, qui est construit comme un produit d'exclusion pour l'un d'entre eux, donc commercialisé par HSBC auprès de sa clientèle, en disant voilà, moi je bâtis une thématique ESG où j'exclus les acteurs qui ont le plus d'impact sur la biodiversité. L'autre, cette fois BNP Paribas, de sélection, donc là c'est l'inverse, je vais les sélectionner au sein d'un univers d'investissement les acteurs qui ont le plus d'impact. Et ça alimente un processus, un cercle vertueux consistant à dire j'identifie ce qui a le plus d'impact négatif ou positif, et ça fait réagir les entreprises. Parce que je veux dire qu'il y a une entreprise qui n'était pas dans la sélection celui qui a un impact positif et qui s'en est ému, avec laquelle on va discuter, ce qui mènera à l'amélioration de nos outils et de sa transparence, et donc à l'amélioration de la pertinence de la gestion. Et dans le fond, tout le jeu et l'exercice auquel on se prête à l'heure actuelle, c'est d'initier ce cercle vertueux-là, signal, fléchage, amélioration de l'information, amélioration de la transparence, amélioration du signal, fléchage, etc., etc., etc. Un mot pour finir. Ça, c'est les différents usages. Je dirais que pour revenir sur ton propos initial, ce qui est quand même préoccupant, c'est qu'il y a une forte appétence et une forte intégration sur les sujets en Europe. Et quand je dis en Europe, c'est France, Suisse, Pays-Bas, un peu le Royaume-Uni. Qu'aux États-Unis, en revanche, qui est quand même le principal hub financier, là, on est très, 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 très loin de là où nous sommes en Europe, où nous devrions déjà être plus loin compte tenu de l'importance des enjeux. Si vous évoquiez le guidon du vélo, ce qui est peut-être gênant, c'est ceux qui achètent le vélo et qui ne s'en servent pas, ou ceux qui achètent le vélo et qui le laissent dans le coffre, et qui font les derniers mètres, quand les médias sont là, en vélo. Et il y a beaucoup d'exemples, malheureusement. Mathieu Delaby, vous aviez des choses à compléter et à partager avec nous sur ces réflexions plus financières ou d'allocation de capitaux? En fait, sur la notion de métrique, en fait, il y a vraiment pour moi un problème d'échelle. Aujourd'hui, je ne vois pas une entreprise ne pas être dans l'interdépendance des mêmes entreprises de son secteur d'activité ou de sa filière, en fait. La destinée, elle est commune. Et donc, potentiellement, ça serait important d'outiller les secteurs d'activité, les entreprises, de créer des standards pour des trajectoires qui vont bien et de mesurer à quel point l'entreprise elle est en capacité de suivre ou pas le standard de la trajectoire qui ferait que le secteur d'activité va s'en sortir. Et cette notion d'interdépendance, elle est la même pour la finance. Demain, une crise systémique comme on a vécu avec le Covid, c'est tous les marchés qui sont les uns et les autres. Voilà, il n'y a pas un fonds qui résiste plus que l'autre, mais malheureusement une plongée pour tout le monde. Et donc, derrière ça, ça veut dire qu'il faut qu'on mesure les échelles d'action qui font qu'on a intérêt à construire des projets en collectif. Et il faut démultiplier ces actions collectives, qu'elles aient une forme d'étalonnage sur les échelles d'enjeux de biodiversité qu'on souhaite porter. Penser une stratégie un peu défensive, fondée sur sa réputation en disant le fonds que je pilote ne sera pas responsable de l'accompagnement de telle ou telle structure. Ça répond à une stratégie de survie du fonds et de développement du fonds, mais ça ne va pas répondre aux stratégies auxquelles dont la biodiversité a besoin. Il y a une forme de renversement de regard à faire pour porter des vrais sujets de biodiversité, créer les alliances nécessaires pour avoir les moyens et les forces de frappe, on va dire, nécessaires pour porter ces sujets, éventuellement prendre plus de place dans les conseils d'administration des entreprises pour lesquelles l'enjeu de transition est majeur et prendre part au pouvoir décisionnel au sein des entreprises. Et après, à mettre en place des outillages qui soient des outils d'empreinte qui aillent au-delà de l'entreprise ou des grands groupes, qui soient fondés sur des secteurs ou des filières entières.
Aujourd'hui, les chaînes de valeur d'entreprise, pour moi, elles sont partagées. Hein. On a beau avoir une entreprise qui a peu d'impact sur l'usage de l'eau. Si demain on entre en sécheresse, il n'y aura plus d'eau pour qui que ce soit, y compris pour l'entreprise qui avait la bonne empreinte et qui n'était pas dépendante de la ressource en eau ou qui pensait ne pas l'être. Parce que les risques physiques vont concerner tout le monde. Voilà. Après, sur les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui sont tout récents. Ils ont 5 ans, 6 ans. Pour les outils d'empreinte, c'est tout récent. L'OFB a accompagné le GBS, puisqu'on a porté la revue scientifique du GBS. Et pour tous ceux que ça intéresse, le rapport, il est en ligne, il est sur le site de l'OFB. Et je pense que les remarques que les experts scientifiques avaient fait à l'époque, ils sont valables pour l'ensemble des outils d'empreinte, finalement. Et il y avait vraiment des questionnements sur la temporalité du changement d'une empreinte. Un écosystème, ça met 8 à 10 ans à se restaurer. Une empreinte n'a pas fondamentalement vocation à bouger dans un pas de temps long, en fait. Elle est peu massive et statique. Après, l'agrégation permet un tas de choses. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'outils qui vont évoluer, beaucoup de travail encore à fournir par rapport aux data et au système de représentation et de projection. Moi, la principale critique que je formulerai aujourd'hui, c'est celle des échelles. Les échelles de temps, les échelles d'enjeux, qui sont un peu inopérantes si on veut sortir des vrais objectifs en matière de biodiversité. Semble un peu décalé, en fait. Merci. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes normalement. Avant de prendre les questions, je vais repasser la parole à Jean-Guillaume qui voulait compléter. Oui, rapidement, parce que là, on rentre au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'asset manager? Nous, on l'a mis sur Internet. Il y a 3 leviers. C'est sur notre stratégie capital naturel qu'on a mise à jour récemment, d'ailleurs. Et 3 leviers, c'est éviter, allouer ou flécher, et puis engager. Évitement, le truc facile, c'est la politique d'exclusion. Qui est binaire, donc ça a des avantages. On peut difficilement prendre des entreprises qui sont en transition, mais on a décidé, pour être à l'aise dans nos baskets, nous, d'exclure les pesticides depuis 3 ans, avec un seuil, donc il y a un seuil de 10% qui permet, mais qui exclut des gens comme Bayer, par exemple, qui ont acheté Monsanto. Voilà, c'est un choix qui est assumé. Il y a forcément un effet de seuil. Dans le côté fléché, c'est le gros du sujet, mais la main... le pouvoir, c'est nos clients qui l'ont. Donc fléché, s'ils préfèrent acheter un fonds type Éco-Solutions, Greenfin avec une NEC élevée, c'est son choix, parce que nous, on ne fait que gérer l'argent de nos clients. Et c'est eux qui ont le guidon, en fait. Je pense que ce n'est pas vraiment le data provider, ni même l'asset manager, c'est le client, donc c'est vous. Et c'est bien, c'est leur argent. Et donc ça, c'est le gros levier, qui a le plus d'impact. Et on voit des clients éveillés qui veulent ce type de fonds aujourd'hui, pas seulement des particuliers, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et le 3e levier, c'est l'engagement. Ça, c'est il y a un dialogue avec l'entreprise. Quand on l'interroge sur sa stratégie d'adaptation ou de transition écologique, y compris biodiversité, vous avez 2 types de boîtes. Il y en a qui reculent dans le fauteuil. Quand c'est le DAF qui recule aussi, là, ça, en général, c'est de mauvais augure. Ou il y a celui qui va avoir les yeux qui s'ouvrent et qui va vous dire « Ah, mais ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus, voilà ce qu'on a prévu, et tac, 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 tac. » Bon, pareil sur le capital humain, d'ailleurs, ou des sujets. Mais donc, au-delà de voter non aux assemblées générales, ce qu'on fait très souvent sur ces sujets-là, parce que le niveau de... Voilà, on est loin du chemin. C'est un 3e levier qui est indispensable. Donc, ces leviers, ils existent. Certains les utilisent, d'autres moins, mais ils existent vraiment. Merci. On peut commencer déjà à prendre un certain nombre de questions. Oui. Alors, je m'excuse par avance auprès de Romane qui aurait préféré que je me taise, mais depuis 25 ans, elle sait que je ne peux pas me taire. Je voudrais d'abord la remercier et remercier ses camarades pour la qualité de cette conférence ce soir, remercier M. Alexandre pour son mot d'accueil et remercier le panel que vous représentez, puisque c'est fort intéressant. Je voudrais apporter ici 2 témoignages. Moi, je suis ingénieur en agronomie tropicale et j'ai passé tout le début de ma carrière
dans la microfinance et à monter des modèles Grameen au Vietnam et en Birmanie. Et si Romane est là aujourd'hui, c'est peut-être parce que de 0 à 4 ans, elle m'a entendu tout le temps lui parler de montage d'associations villageoises d'épargne crédit. Les témoignages que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est un témoignage avec... Excusez-moi, c'est une question que vous vous posez? Non, c'est 2 témoignages. Ah, c'est un témoignage avec ma casquette de directeur d'une réserve naturelle, la seule réserve naturelle co-gérée par un organisme agricole et par un organisme de protection de la nature, pour laquelle je suis partenaire d'une entreprise que vous connaissez peut-être, puisque c'est la CDC, qui a créé une émanation qui s'appelle CDC Biodiversité. Et CDC, on ne peut pas franchement les prendre pour des philanthropes. Et s'ils s'intéressent à la biodiversité, c'est bien qu'il y a un sujet finance derrière. Et je gère pour eux un site de compensation d'actifs naturels. Et c'est juste pour rebondir sur ce que disait Mathieu au sujet des sites naturels qui n'ont pas de valeur. CDC Biodiversité a réussi à donner une valeur à des sites naturels, puisque des aménageurs qui impactent des milieux naturels pour construire une route, pour construire une zone de logistique, qui impactent, quel que soit leur impact, sont obligés de traiter avec la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Et en dernier lieu, ils doivent compenser. Et pour ça, CDC Biodiversité a investi dans un site d'actifs de compensation. Et les aménageurs achètent à CDC Biodiversité des actifs de compensation pour compenser leur impact au milieu naturel. Et donc CDC Biodiversité a donné de la valeur à du milieu naturel. Alors, il y a en effet des polémiques, des bonnes choses peut-être, mais des polémiques aussi sur la compensation. Donc, merci pour ce témoignage, on pourra en reparler. Vous évoquez le thème de valeur, c'est en effet quelque chose de très complexe et on a différentes générations qui nous sont succédées, qui vont peut-être, j'espère, mettre la valeur ailleurs que là où ceux qui nous ont précédés ont mis la valeur. Et j'en profite pour citer Oscar Wilde qui disait qu'un cynique connaissait le prix de tout et la valeur de rien. Et le deuxième témoignage, c'est l'agriculture. On va juste passer à quelqu'un d'autre s'il y a peut-être d'autres questions. Je serais ravi de vous repasser la parole après si vous voulez. Mais, pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, merci à tous pour cette table ronde. J'ai une petite question concernant... Pardon, je suis Max Thier-Duboulet, je suis directeur général de la Fondation Anyama. J'ai une petite question pour le panel concernant les externalités négatives. Je m'explique, quand on est un investisseur qui essaye d'être le plus responsable possible, comme on essaye de l'être, on observe qu'il y a une tendance très nette à regarder l'impact positif, notamment quand on voit le choix des émetteurs qui sont présents dans les fonds, notamment les fonds qui sont thématisés biodiversité, sans vraiment regarder les externalités négatives, notamment sur la biodiversité. Les initiatives favorables à la biodiversité n'ont généralement pas d'externalités négatives sur le climat, alors que les initiatives favorables au climat peuvent en revanche avoir des externalités tout à fait négatives sur la biodiversité, et je pense que les énergies renouvelables sont un parfait exemple de ça. On a des sujets d'impact biodiversité sur l'hydroélectricité, sur l'éolien, surtout l'éolien offshore, sur les champs de panneaux solaires installés sur des zones naturelles non anthropisées, sur la biomasse aussi, sur tout un tas de choses. Donc ma question est la suivante. À votre avis, dans quelle mesure les externalités négatives peuvent être prises en compte aussi par la finance au-delà des simples externalités positives, pour essayer d'avoir une vision du coup globale pour les investisseurs? Alors, comme Jean-Guillaume fait la différence entre les témoignages et les questions, je pense que là, sur la question, je vais lui laisser la parole en premier. Excellente question. Je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la finance aujourd'hui, elle commence à quantifier des empreintes qui sont des externalités négatives, en fait. Les émissions de CO2, c'est une externalité négative. Des kilomètres carrés MSA de CBF, c'est un équivalent artificialisé, et 100% artificialisé. Hein, c'est un parking bétonné, quoi. Et donc, les externalités positives, il y en a quand même très peu, parce qu'on a globalement un système qui fait la guerre à la nature, malheureusement. Alors la manière dont on les prend par exemple en compte dans la NEC dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que tout simplement on va regarder
par rapport à la fonctionnalité qui est analysée, produire 1 kWh d'électricité, eh ben, les énergies, les solutions technologiques qui ont le moins d'externalités, quantifiées en CO2, mais aussi en impact biodiversité, en impact déchets. Et donc là, une éolienne va avoir un peu moins d'impact qu'un panneau solaire qui est plus extensif, qui va prendre plus de surface au sol, avec des rendements qui sont plus bas. Et un panneau solaire, par exemple, sur un toit, c'est mieux que sur un panneau solaire en plein champ. Il y a une petite différence en termes de biodiversité. Donc ça, c'est les différences qu'on arrive à capter avec l'ANEC, par exemple. Et globalement, le sujet de la biomasse, énorme beau sujet qui montre bien que quand on regarde le climat et pas la biodive, ben on peut faire des contresens majeurs. Il y a des horreurs en termes d'utilisation de biocarburants. Les agrocarburants à base d'huile de palme, c'est quand même une catastrophe en termes de biodiversité. Et là, justement, on arrive de plus en plus, notamment, alors aussi à travers l'ANEC, dans la nouvelle version, la 1.1 qu'on est en train de travailler, où on aura un prisme très très large sur les biocarburants qui va dissocier ceux qui sont faits notamment à partir de déchets, où là on arrive globalement, on a de la matière perdue qui va servir à faire de l'énergie, tout ce qui est énergie fatale également, et dissocier ça de solutions de biocarburants comme les SAF dans l'aviation qui sont... voilà, c'est un futur scandale, je pense, en termes de biodiversité. Donc les SAF ont une NEC négative dans la NEC qui arrive. Est-ce que l'un de vous souhaite compléter sur cette question ? Oui, peut-être. Merci. D'abord, le commentaire sur le fait qu'effectivement, il y a des solutions qui sont favorables au climat et qui ne sont pas pour la biodiversité est très juste et il faut en avoir bien conscience. Je dirais que du point de vue du data provider, c'est sa responsabilité éminente de s'assurer que dans le signal qu'il envoie, toutes les externalités négatives sont comptées et qu'en fait rien n'est simple. Électrifier le système automobile, très bien, mais donc se pose la question de la batterie. Et pour évoquer un sujet dont on a récemment débattu avec Jean Guillaume, le secteur waste a un impact positif évident. Voilà, si vous n'avez pas de filière déchets, vous avez des déchets qui finissent en décharge sauvage, mais à partir de là, vous avez un empilement de solutions, de l'incinération à la décharge organisée, au recyclage, qui n'ont pas le même impact et qu'il convient de quantifier. Mais ça se fait en fait. En revanche, je pense qu'il y a un continent d'externalités négatives non nécessairement pris en compte, pour revenir sur ce que tu as dit précédemment, qui est la question de la transition juste, et donc l'impact social de toutes ces questions. Et là, on ne fait que gratter la surface, comme on dit en mauvais français, mais il va falloir s'attaquer au sujet plus avant, je pense. Il y a quand même des tentatives pour la réglementation, la taxonomie européenne, qui aborde, qui non seulement est assez exigeante sur les critères techniques, par exemple sur la biomasse, si on revient là-dessus, ben, on va pas qualifier une biomasse qui fait la compétition à l'alimentation humaine, par exemple, ou qui va faire de la déforestation, etc. Donc il y a ces critères techniques qui sont assez précis. Mais il y a aussi le fait qu'on aborde ce qu'on appelle les do not significant harm, donc ne pas faire de tort donc à des objectifs environnementaux. Il y en a 6 aujourd'hui, dont la biodiversité qui n'est pas encore abordée. On en est loin, c'est le dernier, c'est le 6e objectif. Donc aujourd'hui, on s'est attaché à la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, mais néanmoins, on ne doit pas, lorsqu'on fait une analyse d'alignement à la taxonomie, on doit faire en sorte de ne pas atteindre, par exemple, la biodiversité. Alors, ça passe par les réglementations nationales, des textes de loi, l'étude des textes. Voilà, ça a le mérite quand même d'exister, et cette notion de do not significant harm est quand même nouvelle. Peut-être juste sur la taxonomie, 6 objectifs. Les 2 sur le carbone sont publiés. Les 4 autres, on les attend depuis 2 ans et ils doivent couvrir la biodiversité, les ressources, ils n'arrivent pas à les faire. Et la taxonomie, elle a quand même des trous énormes, il n'y a pas l'agriculture dedans. Oui, non mais attendez, donc c'est pas la taxonomie qui va nous aider sur la biodiversité, malheureusement, je suis le premier à le regretter. Oui. Donc c'est bien, ça existe, elle est très partielle, elle va concerner des enjeux orientés sur le carbone, elle n'arrive pas à aller au bout, elle est en plus assez controversée, puis maintenant les taxonomies, il y en a une 30aine dans le monde, donc il y a la taxomania,
Alors, les taxonomies partout. Malheureusement, c'est la taxomanie alors. Voilà, la taxomanie, mais elle ne va pas nous aider malheureusement. On aimerait bien, mais en tout cas, c'est pas bien parti malheureusement. On ne fait pas un débat politique, pas encore, mais je pense que Antoine a eu un temps de parole un peu plus réduit que les autres. Oui, non, je voulais juste compléter sur un peu sur et donner un angle plus positif et terrain, puisque in fine, on a vu qu'il était possible aujourd'hui de mesurer la biodiversité, certes avec des limites qui existent. Néanmoins, avec tous les cadres réglementaires qui ont été négociés au niveau européen ou au niveau des banques, aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité très concrètement de s'engager sur le terrain, et la finance, de par peut les inciter à agir encore plus via le levier du financement. Et aujourd'hui, on voit que de nombreuses entreprises commencent à se poser des questions sur leur capacité future à pouvoir accéder à des prêts bancaires quand elles voient que les taux commencent à être impactés sur des ratings ESG. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont des solutions pour s'engager dans des stratégies, donc éviter, minimiser et ensuite contribuer, parce que la finance gère beaucoup d'argent et in fine, le seul vrai impact positif sur la biodiversité, il sera sur le terrain, et il faut arriver à faire le lien entre la finance et les acteurs finaux sur le terrain, puisque ce sera le seul réel impact positif. On va terminer dans les 5 minutes pour être à peu près dans les temps. Est-ce qu'il y a une autre question, ou est-ce que Mathieu de l'OFP, il y a quelque chose à ajouter? Ou est-ce qu'il y a une question, pardon? Oui. Je voulais juste... Pardon, allez-y, je n'avais pas vu. Ouais. La question, s'il vous plaît. Tout à fait en phase avec ce que beaucoup réclament, c'est justement pouvoir favoriser une meilleure allocation des flux. Quand on voit les dizaines, les centaines de milliards qu'il y a dans la finance classique, voir comment ils peuvent être réorientés, on l'a vu en tout cas dans l'investissement concret hors des marchés financiers, tout ce qui peut être déduction fiscale de certains investissements dans des PME, il y a de la place pour réorienter ces flux avec une politique fiscale. Il y a peut-être une autre réponse à apporter de certaines personnes du panel. On attend quand même beaucoup des pouvoirs publics. Si on est tout seul à agir, il y a un biais. C'est-à-dire qu'on sera les seuls et donc du coup, on va, comme une banque cherche aussi à être rentable, si on est les seuls à faire par exemple de l'exclusion et ne plus financer certains clients, la banque risque de péricliter, les fonds d'investissement aussi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que les États se mettre d'accord pour protéger la nature, donner un prix à la nature et ne plus considérer la nature comme extensible au possible. En fait, il y a des limites planétaires aujourd'hui et on le sait. Et donc, ça va devenir de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. Et donc, intégrer ça, c'est vraiment important et ça ne peut être que collectif et au niveau international. Moi, j'ai une réponse assez différente, mais c'est ça que la diversité, ça fait la biodiversité. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. Enfin, moi, je m'intéresse à ce sujet depuis 30 ans, malheureusement. En sortant d'école d'ingénieur, j'avais fait un mémoire sur la biodiversité. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. On connaissait les constats, on les faisait déjà il y a 30 ans. En France, on est en Europe. Et lorsqu'on a probablement la loi de transparence en matière de biodiversité dans la finance la plus avancée du monde, elle est déjà là, c'est l'article 29. Et donc ça fait maintenant 2 ans que c'est sorti, c'était voté en 2019, c'est la suite de l'article 173. L'article 173, il avait fait un peu l'impasse sur la biodive, il parlait de transition écologique. Voilà, mais le truc, il est là.
Donc normalement, je vous rappelle que tous les acteurs de la finance sont censés donner des objectifs dans une stratégie de biodiversité quantifiée à l'horizon 2030. Ben, nous, on l'a fait, c'est possible. Et il y a un moment, on ne peut pas attendre que tout vienne de l'extérieur. Et de même, c'est vrai dans nos changements au quotidien. C'est vrai parce qu'on a un problème massif. Et moi, je comprends la colère des jeunes générations. Elle est justifiée. Donc voilà, moi j'ai une réponse très différente. En revanche, on a besoin de collectif. Elle n'est pas différente. Voilà. En fait, elle est absolument pas différente. Aujourd'hui, agir tout de suite à court terme, c'est fondamental, on n'a pas le temps. Mais avoir des États qui signent la protection des océans, enfin de la haute mer, c'est quand même, ça fait des années qu'on l'attend. Eh ben ça, c'est quand même majeur. Après, il va falloir le respecter et vérifier que c'est bien respecté. C'est une autre histoire. Puisque pour ce que je disais auparavant, ceux qui ont apprécié cette chaîne de valeur, en effet, s'il y a une économie de la mer, c'est parce qu'il y a la mer qui existe. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure vient de, je le cite, c'est Mathieu Calam de la Fondation Charles-Léopold Meyer qui a expliqué justement ces interdépendances dans un de ses livres sur l'agroécologie. Est-ce que Mathieu Delaby, vous avez un complément, je crois, sur les questions qui ont été posées? Et on va, si vous êtes d'accord, étendre de 2 minutes encore avant de terminer. Très rapidement, moi je pense qu'on a une recherche française qui est en avance sur les sujets de futurs systèmes de représentation comptable. Hein. On a des chercheurs de Dauphine, d'AgroParisTech, on a des modèles innovants, comment intégrer la dette qu'on constitue envers la biodiversité et la nature dans les comptes des entreprises. Pourquoi faire de l'extra-financier et pas faire du financier? Il y a beaucoup de travaux en avance et on est vraiment innovant en France par rapport à ça. Aujourd'hui, ces travaux prospèrent, il nous manque des démonstrateurs. Il nous manque des entreprises qui jouent le jeu, qui soient capables d'afficher un bilan avec une responsabilité financière qui n'est pas hors norme, qui n'est pas dans la norme, et qui donne à voir ce que ça changerait et ce que ça pourrait amener en termes de pilotage de stratégie. Je pense que pour les acteurs de la finance, ça vaudrait aussi le coup de jouer un peu avec ces nouvelles techniques de représentation, ces nouveaux outils, pour calibrer ces outils-là. Donc on a vraiment voilà, on parle de la double matérialité, c'est un sujet. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire fructifier en France avec le monde de la recherche et les modèles innovants qui arrivent. On a des acteurs qui imaginent, des chercheurs qui travaillent sur la comptabilité écosystème centré pour montrer l'interdépendance sur un territoire des entreprises et des acteurs. Aujourd'hui, c'est complexe de mesurer les impacts. Les impacts, ils sont individuels, ils sont cumulés, ils sont multiples et c'est vraiment dans cette mesure de l'interdépendance et dans un travail collectif qu'on va s'en sortir. Et ça, c'est vraiment un des gros messages à faire passer derrière. Et après, voilà, les régulations financières, on les aura, on va les subir, elles seront virulentes. Hein, les crises systémiques, elles s'annoncent. Voilà. Donc je pense qu'il est urgent d'agir. Agir signifie ne pas attendre et projeter les enjeux les uns sur les autres. Donc là, il y a en ce moment des réflexions en cours. Il y a une stratégie nationale de biodiversité qui a mis en avant les leviers, les facteurs d'action, etc. Moi, j'invite tous les étudiants qui sont là à aller lire le rapport de l'IPBES. Hein. On arrive à synthétiser l'ensemble des impacts des activités humaines sur 5 facteurs d'érosion. Je me dis que demain, si on arrivait à codifier ces facteurs d'érosion, à les quantifier, quelle que soit l'entreprise, son secteur d'activité, on aurait des solutions pour optimiser un facteur d'érosion. Hein. Je crée un bâtiment, j'ai une empreinte au sol, ce bâtiment, il est autonome en énergie, sa charpente fournit de l'électricité, c'est un support pour du photovoltaïque. Je mets dans ce bâtiment de la séparation à la source, je récupère les urines, j'en fabrique de l'engrais naturel. Il y a moyen, vraiment, de rationaliser les processus et de réduire les empreintes tout en maintenant des qualités de service et en répondant aux besoins humains. Et il faut vraiment changer nos postures, changer nos façons de voir les choses et ne pas refuser de voir la vraie image des conséquences de nos actes et des activités qui sont les nôtres. Alors, si vous le voulez bien, comme vous parlez de changer les acteurs, je vais prendre 30 secondes avant de peut-être conclure avec le témoignage en 15 secondes. Je n'ai pas oublié que vous aviez 2 témoignages. Je prends à mon tour 30 secondes puisqu'on est dans une université qui a créé beaucoup de personnes qui sont allées travailler sur les marchés financiers.
On parle de la finance et du changement des acteurs financiers. J'aimerais illustrer, et on parle de biodiversité, donc d'écosystèmes. Les écosystèmes sont durables par nature. J'aimerais citer pour les étudiants qui vont analyser ou qui vont travailler sur les marchés financiers une étude de l'économiste Dominique Dron qui a expliqué que bien sûr les marchés financiers ont joué leur rôle dans les années 80, dans les années 90. La déréglementation, la désintermédiation, le décloisonnement, ça a amené des choses fantastiques. Est-ce que les marchés financiers n'ont pas évolué d'une telle façon que peut-être ils ne jouent plus tellement leur rôle, mais surtout qu'ils ne sont plus durables? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, vous avez de plus en plus d'acteurs qui sont similaires et de plus en plus gros, d'acteurs qui recherchent la même ressource, un profit en général rapide, la liquidité et un risque mesuré. Aucune zone tampon, puisque un acteur ou un événement qui se passe à un endroit va contaminer l'autre. Et surtout, la pensée que tout est cumulable, que les arbres montent au ciel, justement, il n'y a pas de rétroaction et ce n'est pas circulaire. Et tout cela fait que les marchés financiers ne sont pas durables, sont amenés à s'effondrer régulièrement, puisqu'ils fonctionnent exactement à l'inverse d'un écosystème qui est la diversité d'acteurs, les uns produisant les ressources des autres, avec des zones tampons, et la nature recyclant régulièrement ce que la nature produit. Donc ce n'est pas ici une critique des marchés financiers, mais juste une mise en perspective de certaines choses peuvent évoluer avec des très bonnes intentions, et après, malheureusement, se déformer. Et j'espère que les acteurs financiers que nous avons autour de cette table sont parmi les premiers qui souhaitent changer et ramener un peu de diversité dans, et sur les marchés financiers. Merci. Le deuxième témoignage, mais en 15 secondes. Jean-Guillaume est parti, donc on vous autorise à faire ce deuxième témoignage. Voilà. C'est sympa. Non, juste, on a évoqué l'agriculture. Et votre question? On a évoqué l'agriculture. Moi, je voulais juste dire, en président du Crédit Agricole, que l'agriculture est malade de ses atteintes à la biodiversité, mais qu'elle se soigne, et que l'agroécologie n'est pas un vain mot, parce que les agriculteurs ont pris conscience d'une part que la biodiversité leur est indispensable, hein, elle est indispensable à notre alimentation et les agriculteurs en ont pris conscience, parce que les agriculteurs ont pris conscience de l'évolution de la demande sociétale. Il y a une demande sociétale qui évolue vers des produits plus respectueux de la biodiversité et ils s'adaptent. Et puis aussi parce que les agriculteurs prennent conscience que ces produits phytosanitaires ont une conséquence sur leur santé, puisque c'est eux qui les utilisent, donc c'est eux les premiers atteints, et une conséquence sur leur portefeuille, parce que c'est des produits qui coûtent cher et qui, dans leur économie, est importante, et donc ils les utilisent de manière de plus en plus raisonnée. Merci. Merci à vous tous. Dernière question, alors, oui. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour cette table ronde ainsi que pour vos différentes interventions. En fait, je me permets de vous poser une question un peu plus vague, qui est en l'occurrence, est-ce qu'on pourrait imaginer, comme pour le marché des crédits carbone, la mise en place d'un marché de crédit pour la biodiversité, et en quoi cela aurait un impact sur des acteurs comme Ecotree ou sur les entreprises en général? Merci. Bah ça, effectivement, nous, c'est une conviction chez nous, la biodiversité, c'est le nouveau carbone. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, toutes les entreprises ont adopté des trajectoires carbone, de neutralité carbone à horizon 2030. Et il faut qu'il se passe la même chose et les mêmes trajectoires au niveau de la nature. Le principal souci, on en a parlé, c'est la mesurabilité. C'est que pour le carbone, c'est assez facile de mettre en place une trajectoire globale au niveau de l'entreprise, puisque on peut dire on réduit de X les émissions. Au niveau de la biodiversité, chaque écosystème est différent. Donc toutes les actions qu'on peut prendre sur un écosystème doivent être différenciées selon les écosystèmes. Donc c'est très difficile d'avoir une approche au niveau global, mais ça reste l'enjeu qu'il faut réussir à approcher. Je ne sais pas si au niveau de la mesurabilité, c'est des sujets dans lesquels vous... Le mot de la fin. Le mot de la fin. J'appelle de mes voeux le développement de crédits nature qui cumulent climat et biodiversité. Ce qui m'inquiète beaucoup, ce serait qu'on voit des systèmes parallèles
compte tenu du problème évoqué, qui est que vous pouvez avoir des crédits carbone générés par des monoplantations à croissance rapide qui épuisent les sols et qui ont un impact négatif sur la biodiversité, ce qui est calamiteux. Donc, je rejoins tout à fait le commentaire de Jean-Guillaume sur le fait qu'on a la régulation la plus avancée et que donc c'est un mauvais réflexe d'attendre quoi que ce soit du régulateur à ce stade pour avancer. Sur ce point, en revanche, que le régulateur unifie, s'assure que les questions de compensation sont traitées par des crédits unifiés biodiversité et climat me paraît un point critique. Voilà. Merci à toutes et à tous pour le temps passé ensemble. Merci beaucoup.